Ce poignard est sans doute l'œuvre la plus magistrale conservée ici sur cette culture particulière du monde islamique qui est la culture de la dynastie moghole en Inde, puisque l'Inde a été islamisée dès le 8e siècle, mais la grande dynastie qui s'inspirera beaucoup des dynasties iraniennes dans son architecture et dans sa culture, et la dynastie moghole, dont l'âge d'or est au XVIIe siècle. C'est une dynastie qui se développe dès le XVIe siècle, donc jusqu'au XIXe, mais avec ce poignard à lame de métal, et puis surtout avec cette poignée dans ces matériaux précieux de l'Inde, en jade, en émeraude, en rubis, pardon, et en or, représente toute la magnificence de ces maharajas islamisés. Et avec ce qui fascine notamment en regardant cette tête de cheval, c'est son réalisme dans la représentation et l'harmonie parfaite de ses traits. Nous sommes bien sûr avec un tel objet dans un objet qui a vraisemblablement appartenu à la famille royale, et nous sommes a priori à l'époque du fameux roi Jahangir. Ce poignard lui a-t-il appartenu? On ne le saura pas, mais en tout cas on est très vraisemblablement dans un objet qui a appartenu au minimum à son entourage. Cette lampe que nous voyons à ma gauche est dédiée, comme le signale son inscription au milieu de sa panse, à un des grands sultans de l'Égypte au XIVe siècle, le sultan Al-Barkouk. Nous sommes à l'époque de la dynastie Mamelouk qui, entre le XIIIe et le XVe siècle, règne sur l'Égypte. Et lorsque nous visitons aujourd'hui le Caire, ce qu'on appelle souvent dans les guides touristiques le Caire islamique, ce sont les monuments, les mosquées notamment, et les écoles coraniques, les madrasas de l'époque de ces sultans Mamelouks, et notamment du sultan Al-Barkouk. Et cette lampe est une des lampes qui ornait, selon la mode de l'époque, l'une des madrasas construites par Al-Barkouk, d'où son nom sur la panse de la lampe. La technique de décor est typique de l'époque. C'est du verre avec des peintures en émail qui sont directement appliquées sur la couche de verre et qui en font des objets de couleurs absolument remarquables. Ce type de décor ou de technique existe aussi pour des verres de table ou des bouteilles. Et avec cette lampe signée au nom du sultan Al-Barkouk, avec sur le col une inscription aussi en arabe typique dans cette écriture que l'on voit en Égypte à cette époque-là, où l'on voit des lettres très allongées, typique encore une fois de cette épigraphie de l'époque. Nous y voyons l'allusion à une sourate du Coran qui précise Dieu et lumière. C'est une thématique fréquente abordée sur ces décors de lampes, et elle nous permet de conserver ici la mémoire de ces objets absolument raffinés aussi, surtout que ces lampes étaient aussi conservées en partie au musée d'art islamique du Caire, et que l'attentat, peut-être vous en avez aussi gardé le souvenir, l'attentat qui s'est produit en face de ce musée en janvier 2014 a malheureusement détruit une bonne partie de ces lampes. Donc nous conservons aujourd'hui les témoignages de ces objets de luxe en verre de cette dynastie Mamelouk.
Cette œuvre est surnommée le baptistère de Saint-Louis. À lui tout seul, ce titre évoque les liens entre la chrétienté occidentale et l'Orient islamique. Pourquoi s'appelle-t-il le baptistère de Saint-Louis? Parce que sa légende, je dirais, puisque les preuves historiques nous manquent encore, mais en tout cas, nous savons que ce bassin, fabriqué en Égypte dans la première moitié du XIVe siècle, est arrivé en Occident à la même époque. Saint-Louis est mort au siècle précédent, donc c'est pour ça qu'on pense que ça ne peut pas être Saint-Louis qui l'ait ramené, mais Saint-Louis évoque en tout cas ce personnage des croisades, et c'est bien durant les croisades que ces liens, paradoxalement, entre la chrétienté occidentale et l'Orient islamique se sont consolidés au-delà de la guerre. Ce baptistère, qui est en fait un bassin en métal incrusté, est typique de cette production du Moyen-Orient médiéval, et notamment de ce que les Égyptiens mamelouks fabriquaient à l'époque. On en trouve aussi en Syrie, puisque je dirais que les Mamelouks, la dynastie mamelouk, dont la capitale était le Caire, régnait autant à l'époque sur la Syrie que sur l'Égypte. Donc ce bassin faisait partie du mobilier de luxe, de la vaisselle de luxe, dans lequel notamment on pense ici que le propriétaire pouvait vraisemblablement être un prince, peut-être pas le sultan lui-même, mais en tout cas on est dans la très haute aristocratie mamelouk quand on possède ce genre de bassin dans lequel on pouvait se laver les mains, par exemple. Alors le décor qui illustre lui aussi ce luxe de l'art mamelouk est un décor qui remplit à la fois la face extérieure et la face intérieure. Je dirais que tout est décoré dans l'ensemble du bassin, et quand on regarde de près, on y a, comme souvent dans l'art islamique et dans cette vaisselle de luxe, une sorte de bande dessinée dans un style de représentation des personnages tout à fait réaliste. On est très loin là des débuts de l'art islamique, on est parfois dans des représentations assez schématisées. Là on est dans un art réaliste de la première moitié du XIVe siècle, qui représente, là aussi le thème est fréquent dans cette vaisselle de luxe, la vie quotidienne du prince ou de l'aristocrate qui a sa cour, qui le suit à la chasse, qui l'accompagne dans les banquets. Et c'est intéressant aussi, au-delà je dirais de ce récit et de l'évocation de cette vie luxuriante du prince, de voir notamment à l'intérieur du bassin, sur le rebord, ce qu'on appelle les lèvres, des blasons qui illustrent justement l'appartenance très tôt aux familles françaises. Et pourquoi finalement on a retenu ce nom du baptistère de Saint-Louis? Parce que ce bassin a effectivement servi à un baptême du roi de France, mais qui était Louis XIII et non pas Saint-Louis. Et ça fait partie de ces œuvres qui sont arrivées au Louvre dès l'origine, dès 1796, puisqu'il faisait partie des collections royales qui ont été confisquées à la Révolution française. Effectivement, le symbole de cet héritage commun d'une culture qu'aujourd'hui on essaye sans cesse d'opposer à la culture occidentale. Alors j'invite bien sûr tous ceux qui le veulent à venir découvrir ces chefs-d'œuvre de l'art islamique dans une collection qui est la plus riche du monde, c'est la chance du Louvre, et qui permet aussi finalement, en flânant au hasard des vitrines et de ces 3000 œuvres exposées, de faire à la fois des voyages fascinants sur ces territoires orientaux, jusqu'en Inde, en Iran,
Iran, en Turquie ou dans les divers pays arabes, et qui permet aussi de se plonger finalement dans cette histoire parfois compliquée mais aussi fascinante du monde islamique. Merci.